Pierre-Yves, bonsoir. Bonsoir. Je vais te poser la première question qui nous a été posée par Kemeraude Le Bleu. Conseil auriez-vous à donner, adresse, nom, euh, pour qui souhaiterait se lancer dans l'industrie du numérique à vocation scolaire, c'est-à-dire des jeux vidéo permettant d'apprendre le français, les maths, la physique, etc. Là, pour le coup, je suis totalement dehors de mon corps de métier. Nous, proches de l'équipe, Brosier, il fait de l'IA. Les mecs de Waller, ils font de la souveraineté numérique. Je lui dirais d'essayer de voir soit avec Diane, qui est chez Kuzmanovic, qui est une vraie pro des jeux vidéo, qui est une créatrice, voire d'en parler plutôt à Kuzmanovic lui-même, qui, je rappelle, a travaillé pour Ubisoft, ce qui n'est pas mon cas. Bien. Moi, en jeu vidéo, ça m'intéresse d'un point de vue géopolitique, parce que aussi c'est un vrai savoir-faire français. Et sans ça, je suis un joueur et j'ai un joueur Sony de trucs de vieux, quoi. Voilà, donc je suis désolé, mais je voudrais pas l'induire en erreur. D'accord. Ok, très bien. On a une question de Pantoufle, alors pas le streamer, avec un E à la fin. Bonjour Pierre-Yves, quelle serait votre réponse à ceux qui veulent toujours plus de droits individuels pour les minorités en arguant que de toute façon, cela ne nous retire rien? Alors déjà, premièrement, c'est faux. Comme disait Milton Friedman, il n'y a pas de buffet gratuit. C'est pas vrai. Les droits des minorités, soit on est dans la revendication d'égalité, donc d'isonomie, et donc là on est dans la revendication normale, c'est-à-dire que nul n'a sur nos terres, parce que c'est notre tradition, à être jugé pour ce qu'il est, mais doit être jugé pour ce qu'il fait. Mais s'il demande des privilèges, tu vois, des lois privées, des privatalex, en raison soit de choses qui n'ont rien à voir avec le service qu'il fait aux autres ou le rôle social qui est le sien. Je vais vous donner un exemple, il est tout à fait normal qu'un médecin puisse violer le code de la route quand un mec est en train de clamser. D'accord? Ça, on est Oui, d'accord. Donc ça, c'est une privilège accordé à son rôle social. Mais je suis désolé, noir, gay, blanc, c'est pas des rôles sociaux. C'est des états de fait si vous le souhaitez, mais ça n'a pas à donner de droit particulier. Le seul État qui doit donner des droits particuliers en lui-même, c'est la nationalité. C'est-à-dire que les Français ont plus de droits que les autres sur leur terre. Ça, c'est normal. C'est le principe de nationalité et le principe de territoire. Mais par contre, les minorités doivent choisir. Faut bien que vous compreniez ça. Entre le droit à la différence et le droit à l'indifférence. On ne peut pas avoir les deux. Si vous voulez, si je sors dans la rue et que je me mets une plume dans le cul, je ne peux pas ensuite demander qu'on ne me remarque pas. J'ai tout fait pour. D'accord? Je suis désolé, la plupart des minorités, et je le sais puisque moi j'en commande dans mon équipe de gens qui appartiennent à des modes de vie minoritaires, je peux vous le dire que moi je l'ai, comme me l'avait dit un jour quelqu'un que j'aime bien, mais qui s'est fâché avec moi parce qu'il déteste Raoult, qui était Alexandre Mandel, qui pour moi est un grand journaliste de témoignages et de terrain. Il m'a dit, vous êtes un vrai républicain, vous m'avez jamais parlé, alors Alexandre est juif, il m'a dit, vous m'avez jamais parlé comme un juif. Et non, moi vous savez, j'ai deux grands maîtres métaphysiques, le sergent tirailleur Highway et le sergent Hartmann. Et comme vous savez, dans Full Metal Jacket, le sergent Hartmann dit, je suis vache, mais je suis réglo. Aucun sectarisme racial ici, pour moi vous n'êtes tous que des voilà. On a deux questions de Vincenzo. Alors, quelles sont les réformes à établir, question sécurité intérieure, afin d'éviter les travers pro-flics de droite ou l'anti-flic de gauche? Tout simplement de rediscipliner une police républicaine. C'est-à-dire, quand vous vous fritez avec la racaille, vous serez couvert quoi qu'il se passe, mais quand vous êtes face à des pères de famille, eh bien, vous tapez avec les gants. C'est aussi simple que ça. Ça allait de soi dans les années 60, où les flics, pardonnez-moi, devaient taper plus fort pour une raison, c'est que les flics n'avaient pas près de 100 kilos de matériel de protection sur eux. Comment ça se fait que le savoir-faire des flics ait disparu? Comment ça se fait? Alors, je veux bien que la profession ait été prolétarisée. Il y a des problèmes de salaire, il y a des problèmes
Mais surtout, il y a des problèmes de politisation, des problèmes de recrutement de gens qui ne devraient jamais porter un uniforme, et des problèmes, il faut le dire, de professionnalisme. Moi, beaucoup de gendarmes et de flics m'ont écrit parce qu'ils me trouvent très dur avec eux, mais j'en ai tout autant qui m'ont écrit, et qui sont généralement des flics et des gendarmes retraités, qui m'ont dit, vous avez tout à fait raison, les jeunes collègues parfois nous font honte. Moi, je peux vous les faire voir, ces témoignages. Et moi, j'ai été outrageusement pro-flic. Le problème, c'est que je suis toujours plus pro-français que pro n'importe quoi d'autre. Donc une police républicaine, c'est quand même pas compliqué à avoir. Moi, je suis désolé, quand une racaille menace un flic avec un cocktail Molotov, s'il se prend une balle dans la nuque, pardonnez-moi, une balle dans la tête, dans la nuque, ce serait compliqué. Sinon, c'est du François de Grossouvre, pour ceux qui ont la private joke. S'il se prend une balle dans la tête, pardonnez-moi, j'ai mes pauvres, je ne pleurerai pas pour ça. Par contre, je suis désolé, on ne tape pas sur des gens à terre dans des manifs de devoir. Rappelez ça. Ça prouve juste un problème majeur de l'institution. Parce que, si vous voulez, ça, je fais un aparté là-dessus. Ce qui me sidère dans la situation qui est la mienne, j'en parlais avec le brillant conférencier de lundi dernier qui a fait une conférence étincelante sur psychanalyse et politique à la lumière de Lacan. Il me dit, je suis d'accord avec lui, moi c'est quelque chose que je ressens depuis des années, je ne supporte pas qu'on fasse des guerres sur des trucs évidents. Aujourd'hui, je dois faire toute une théorie pour dire qu'un homme est un homme et une femme est une femme. Je dois faire une théorie pour dire qu'une police républicaine ne tape pas sur des infirmières au sol. Et je dois faire toute une théorie pour dire que un État qui n'est pas souverain, tout simplement, eh bien, c'est une maison qui n'a ni porte ni fenêtre et qui émet un écriteau en face en disant « Cambrioleur, s'il vous plaît, épargnez-moi ». À un moment, qu'est-ce qui a fait que le sens commun a disparu ? Je veux bien avoir tous les trésors d'explications pour vous les donner, mes camarades, mais à un moment, il faut dire à certaines personnes, si vous ne comprenez pas que 2 et 2 font 4, on va pas être copains. Voilà, je ne vais pas dire que 2 et 2 ça fait 4,5, juste pour vous faire plaisir, et pour que vous ne vous sentiez pas en décalage avec la réalité. S'il y a une vache dans un couloir et que le mec vous dit il n'y a pas de vache dans un couloir, bon bah voilà, vous lui dites écoute, t'as l'air déjà bien dilaté, va lire le roman de Bruno, quoi, voilà, il n'y a plus que ça. Elle était facile, celle-ci. Oui, je reconnais. Mais je me suis quand même tapé ces pages de merde. Mon Dieu, ouais. Déjà, rien que pour la manière dont il écrit, il faudrait l'envoyer à Cayenne. Pour atteinte à la langue. Mon Dieu. Écoutez, on va poursuivre. On va avoir une question d'Antonin qui nous demande quelle serait la politique étrangère la plus adaptée à nos intérêts et à nos aspirations de la région Syrie-Liban aujourd'hui, alors que la guerre est quasiment terminée. Alors, il faut renouer avec l'État syrien aussi vite que possible. Pourquoi ? Chose très logique. Comme vous le savez, la Chine a réussi à prendre aux Américains la moitié de la zone en un coup, voire les 2/3, par la réunion Téhéran-Riyad. Ça va avoir 2 conséquences absolument évidentes. La première, c'est l'arrêt du conflit au Yémen, d'ici quelques semaines certainement, et l'autre, ça va être le fait que Damas va redevenir un pays courtisé. Surtout que les Chinois vont aussi replacer Damas dans l'échiquier régional pour pouvoir tenir la zone avec l'aide de la Russie. Je vous rappelle qu'un tiers du complexe militaro-industriel syrien est russe. En tout cas, c'était un tiers avant la guerre, c'est certainement beaucoup plus maintenant. Eh bien, il faut aller à Canossa. Il faut présenter nos bons offices. Et je pense, je le dis sincèrement, que pour honorer la vieille francophilie syrienne qui est encore présente même chez Bachar el-Assad,
Moi, à titre personnel, je serais prêt à faire traduire pour crimes de guerre des officiels français par les juridictions françaises, à commencer par Laurent Fabius. Je le dis franchement. Si c'est le prix pour que la France soit de nouveau la bienvenue dans cette zone qui était francophile, comme disait Christian Bale dans ce film qu'à titre personnel j'aime bien, vous savez, où ils contrôlent tous leurs émotions avec des pilules. Quand il finit par tuer le dernier méchant, il dit je paye avec plaisir. Si c'est ça le prix, et d'ailleurs, je suis désolé, il y a eu un complot contre la paix, et ça d'ailleurs, Roland Dumas en avait témoigné. Il y a eu un complot contre la paix de plusieurs ministres des Affaires étrangères occidentaux, et si on prend le droit international au sérieux, je ne veux pas les déférer devant des cours internationales à laquelle je ne fais aucune confiance parce que ce sont mes ressortissants, mais c'est nous qui devons les juger pour déjà ce qu'ils ont fait contre la France dans cette affaire. Donc il y a des incriminations possibles dans le titre 4 du Code pénal, et tout ce qui est intelligence avec puissance étrangère et autres, ou alors, même si ça je ne le ferai pas pour des raisons évidentes de souveraineté, la simple justice vaudrait que certains de ces officiels aillent se défendre à Damas. Il faut se rendre compte que 300 000 hommes du djihad international ont été envoyés dans ce pays qui a eu plusieurs centaines de milliers de morts et de déplacés et de disparus, et qu'un tiers du pays est bousillé, et que quelqu'un doit payer pour ça. Ça, c'est pour le volet syrien. Pour le volet libanais, le problème, c'est qu'il y a aujourd'hui un sentiment national libanais enfin unitaire qui s'est cristallisé à la fois par la guerre civile, les restes de la guerre civile, qui s'est cristallisé lors de l'attaque israélienne au Liban, où Israël a eu de lourds problèmes, beaucoup plus internes, puisque en réalité c'est l'armée israélienne qui a failli, c'est pas le Hezbollah qui les a battus. Et également, comme vous le savez, le Liban est tenu par des grandes familles de différentes confessions. Alors historiquement, pour ceux qui se rappellent, évidemment pour ceux qui se rappellent des familles historiques, les Frangier, les Gemayel, les Hariri, etc., etc., etc. Donc il y a des familles sunnites, il y a des familles druzes, il y a des familles chiites, et il y a des familles des différentes confessions chrétiennes, dont la plus connue est les maronites, mais il y en a beaucoup d'autres, parmi les Grecs, etc. Bon, très bien. Personne n'a intérêt à ce que le Liban se relève. La place du Liban en tant qu'interface du Moyen-Orient a été prise aujourd'hui par les États du Golfe, par certains petits États du Golfe. Ça a été pris par les Émirats Arabes Unis et Dubaï particulièrement, et le Qatar. Il serait nécessaire que pour maintenir il y a une grande richesse au Liban auquel personne ne pense, c'est les Libanais eux-mêmes. Et je pense que la France, il serait de l'intérêt de la France que le Liban se relève. Le problème, c'est que le Liban vit, et vous vous rappelez de l'affaire du stockage de déchets qui a fait exploser une partie d'un grand port libanais avec énormément de victimes. Ça, c'est la corruption liée à l'économie grise tenue par les grandes familles. Et ça, on peut pas le faire à la place du peuple libanais. Nous n'en avons pas la légitimité, nous n'en avons pas le droit. C'est chez eux. Et deuxièmement, je ne vois pas comment le Liban peut se relever en restant un pays féodal. Ok. On va enchaîner avec une question de Bamevla. Quelle serait la grande réforme de restructuration nécessaire pour avoir un pays fort et réaliste ? Le grand problème qu'on a avec les cours supérieures, il n'y a pas de cour suprême en France. Là, par contre, moi, je suis en désaccord avec mon ami Régis de Castelnau là-dessus. La cour suprême des États-Unis, c'est quelque chose de très particulier. Les cours suprêmes, les cours suprêmes, elles sont constitutionnelles. Bon. Donc théoriquement, le Conseil d'État n'en est pas une, c'est une cour supérieure, comme le Conseil d'État. Mais théoriquement, une cour suprême, il n'y en a qu'une. Le camarade Régis, lui, il en nomme 4, le Conseil d'État, la Cour de cassation, le Conseil constitutionnel et la Cour des comptes. On n'a pas tout à fait la même définition, c'est pas grave, hein, là on argote. Mais bon, pour moi, il faut être très simple, il faut recréer une Cour constitutionnelle, certes, avec un mandat impératif qu'elle ne peut pas élargir, qui est
de faire respecter la plus grande application des dispositions constitutionnelles. Elle ne peut pas avoir de rôle prétorien, et son rôle est d'éviter tout empiètement sur la souveraineté française. Point. Ses membres doivent être des constitutionnalistes et non des politiques, et avoir un mandat très précis, c'est-à-dire qu'ils ont le texte de la Constitution et lui uniquement, rien de baveux, si vous voulez, c'est-à-dire pas les préambules, pas les déclarations d'intention, pas les déclarations des droits de l'homme, quelles qu'elles soient, même pas le préambule de 46, je suis désolé, parce qu'à partir de là, on peut faire dire n'importe quoi à des principes vagues, hein, et à la fin, vous terminez avec des principes généraux du droit, et à la fin, quand on veut virer des clandos, on vous invente un principe de fraternité derrière les fagots. Donc, je pense qu'il faut arrêter la plaisanterie, et je pense que, et ça c'est pour tout haut fonctionnaire qui ne défendrait pas suffisamment dans ses arrêts la Constitution, ou plutôt tout fonctionnaire qui, par exemple, laisserait faire un empiètement trop grand, fut-il siégeant au à un conseil constitutionnel rénové, trop grand empiètement sur la souveraineté de l'État, il devrait avoir un droit opposable de tout citoyen à le faire traduire, à porter plainte contre lui et à porter plainte contre le Conseil. Va falloir être très net, très raide sur ces questions-là. On est allé trop loin. Et malheureusement, ça passe par la fin du mythe de l'état de droit, sur lequel je peux revenir si vous voulez, et la fin du mythe des droits de l'homme. Faut arrêter. On a une question de Monsieur de Montignac qui nous demande, dans une de vos vidéos, vous avez parlé de la mort de Leclerc en disant les Anglais nous l'ont pris. Qu'est-ce qui vous permet de penser Je n'ai que pas... les Anglais... Attention, je n'ai pas dit ça exactement. Ah, d'accord. Je fais état de doutes que les historiens, les militaires ont sur le caractère accidentel de la mort du maréchal Leclerc. Voilà. À titre personnel, je n'en sais rien. Je trouve juste bizarre, vu la composition de l'avion, parce qu'il y avait quand même des gens qui étaient reliés à notre programme atomique dedans. D'ailleurs, si au cas où cet avion fut visé, ce n'est peut-être pas Leclerc lui-même qui l'était, et beaucoup portent des suspicions sur les services spéciaux anglais. Et croyez bien que je le regrette. Très bien. On a une question de Polo PL18 qui nous demande Monsieur Rougeron, lors de l'une de vos émissions, vous avez évoqué le fait que si Marine Le Pen était élue présidente de la République, les idées souverainistes seraient mortes pendant au moins 40 ans. Est-ce que vous pouvez approfondir ce propos? J'ai dit que c'était une hypothèse de travail. On va reprendre le cas grec. Tsipras, c'est parti de centre droit, hein, nous sommes d'accord. Enfin, c'est pas un parti, pardonnez-moi, c'est un parti du centre. Hein, Tsipras trahit le peuple grec, là je vous apprends rien. Je vous recommande, et peut-être même d'interroger mon ami Olivier Delorme là-dessus. D'ailleurs, il l'a bien dit dans la très belle vidéo qu'il a fait pour nous. Les Grecs, maintenant, se sont habitués à leur malheur, et donc ont baissé la tête, et ça fait 10 ans qu'ils ont baissé la tête. Et ils peuvent baisser la tête encore 10 ans, peut-être même encore 20 ans. Et il arrivera la même chose aux Français. C'est ce qui me fait peur. Parce que je n'ai à peu près aucun doute à l'instant T sur le fait que en cas d'arrivée du Rassemblement national au pouvoir, celui-ci trahira. Je n'ai à peu près aucun doute là-dessus, à cause de sa composition, à cause de différentes choses. À titre personnel, j'ai rien ni pour ni contre. Je ne vois pas comment il pourrait en être autrement. Bon. La seule chose, c'est que quand on trahit un populisme... Vous savez pourquoi le populisme américain est toujours extrêmement puissant? Parce que Trump n'a pas trahi. Je suis désolé. Trump n'a pas été trahi, il a été défait si vous le souhaitez, mais il n'a pas trahi. Moi, je sais d'ores et déjà, à la fois par des indiscrétions de cadre et par beaucoup d'autres choses, que trahison il y aura. Bon, je dis juste ça, puisque à titre personnel, moi, ce que je veux, c'est aider la part que je peux aider du nationalisme français. Je n'ai pas de temps à perdre à me battre avec le RN. J'ai pas de temps à perdre. Je dis juste que, pour moi, c'est assez sûr. Enfin, voyez comment ils s'opposent. Vous les imaginez gouverner? Je vous en prie.
Voilà, je suis le premier à le regretter, mais malheureusement, je ne suis pas surpris. Voilà, c'est comme ça. Et je pense que le problème, c'est que, si vous voulez, c'est exactement comme certaines personnes qui essayent de voler le terme de souverainisme, et qui appartiennent au giron de la nouvelle droite. Alors qu'ils ne le sont absolument pas. La seule chose, c'est qu'ils voient que le terme qui a une envie de souveraineté dans l'opinion, et donc ils essayent de faire de la prévarication dessus. Mais je suis désolé, c'est hors de question. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, c'est... Voilà, moi je vous le dis en toute sincérité, je ne demande qu'à être démenti par les faits. Le problème, c'est que ça, malheureusement, ça m'arrive pas aussi souvent que je le voudrais. Là, par exemple, je vous avais dit que derrière la manipulation Ciotti-Rotaillot, il y avait l'ombre de Vauquier. Bon, ça y est, il l'a reconnu il y a 2 jours. Je vous avais fait le coup sur Quatennens, je vous avais fait le coup sur Ruffin, etc. Et là, je peux vous dire que, voilà, regardez les états-majors, regardez les CV, vous n'avez personne qui a un CV patriotique réel. Voilà, ce temps-là est révolu. Voilà, c'est juste une machine électorale pour des raisons avant tout de blé. J'ai rien contre, hein, ils sont pas les seuls. Hein, ils sont pas les seuls, il y a d'autres partis qui n'existent que pour ça. Mais à titre personnel, je ne vais pas me pâmer devant, c'est tout. Par contre, je sais que quand un peuple a le cœur brisé, parce qu'il ne faut pas oublier que le populisme, c'est un fait émotionnel. Hein. Mon vieux et regretté maître, Alexandre Dorna, employait bien ce terme de déglaciation émotionnelle. Mais n'oubliez pas que parfois un chagrin d'amour peut tuer, hein, ce qu'on appelle le syndrome du cœur brisé. Et pour un peuple, quand vous brisez l'espoir d'un peuple, eh ben, il peut rentrer dans la nuit 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Et vu comment la planète évolue, vu comment nos situations évoluent... Ça évolue pas dans le bon sens, hein, effectivement. Bah, c'est pas ça, c'est pas que ça évolue dans le bon ou dans le mauvais sens. Quand on est souverain, on peut se permettre. Mais quand on n'est pas souverain, faut faire gaffe, quoi. Le temps joue contre nous, ce qui est normal. Nous sommes des colonies, et l'histoire se soucie peu de l'avenir des colonies. Voilà. Ouais. C'est bien qu'on ait parlé des souverainistes, parce que du coup on a une question de Victor Vest qui nous demande l'union des souverainistes en vue des élections européennes de 2024 est-elle réalisable, et si oui, quelles en sont les conditions à ce jour pour y parvenir? À titre personnel, j'estime que tous ceux qui y mettent des conditions doivent être écartés autant que possible. J'estime que il faut que ce soit l'union la plus large possible. Moi, quand je vois qu'on maintient des querelles d'ego vu l'état du pays, comme disait Marie-France Garot, l'histoire nous jugera sévèrement. Moi, à titre personnel, je ne mets aucune condition à travailler avec Florian, aucune à travailler avec NDA, aucune à travailler avec Charles-Henri Gallois, aucune à travailler avec Kuzmanovic, aucune à travailler avec Michel Onfray, aucune à travailler avec qui vous voulez, du moment que on soit dans l'intérêt de la France. Moi, à titre personnel, vous m'avez jamais vu attaquer les miens, et je me défendrai si les miens sont attaqués. Ça me plaira pas. Mais voilà. Nous n'avons pas à faire perdre du temps au pays, sinon on fait partie du problème. On a une question de Romain T. Pouvez-vous définir le modèle économique le plus adapté à redresser la situation nationale? Ouais, c'est peut-être un peu vaste, ça. Oui, c'est quand même hyper vaste. Ce que je pense, c'est qu'il faut relier... Et là, je vais vous surprendre. Je pense qu'il y a une dynamique... alors, pardonnez-moi, ma langue va fourcher, vu que je n'ai pas d'accent particulier de ces zones. Mais à un moment, il y avait tout des tas de débats sur le bien vivre, le bien bibir, je crois. Si ça se dit pas comme ça, je m'en excuse bien volontiers. Dans toute une partie de la gauche alternative, nous avons refusé d'écouter ça. Or, le problème, c'est qu'il va y avoir un échec du productivisme, c'est que le productivisme va à la fin remplacer les hommes par les machines. Pas tous les hommes, mais une partie non négligeable. Ce qui veut dire une crise de sens gigantesque, parce que nous avons mis le travail
au centre de l'identité individuelle, et son corollaire qui est la consommation, c'est-à-dire vous échangez votre force de travail contre de la consommation, c'était l'accord de l'après-guerre, nous avons mis ça au centre de la vie des individus. Avec en plus le mythe de l'entreprise, alors l'entreprise émancipatrice, l'entreprise sympa, l'entreprise famille, l'entreprise met partie noble sur la commode, alors que la structure d'entreprise, particulièrement en France, mais c'est dans le cas dans tout l'Occident, est en crise majeure aujourd'hui. Et que les entreprises ont, parce qu'elles ont voulu aller le plus loin possible dans l'individualisation des rapports, à la fois pour briser les collectifs sociaux et pour pouvoir être en position de force permanente pour négocier, et deuxièmement parce que les entreprises suivaient la logique interne du capitalisme qui est, et c'est d'ailleurs pour ça que le capitalisme a besoin d'un certain libéralisme pour changer de forme, c'est que c'est l'abolition du tabou. D'accord ? C'est ce que Jean-Claude Michet appelle très justement la neutralité axiologique. Et les entreprises, aujourd'hui, se retrouvent face à des gens déstructurés, qui sont des petits dieux, et qui disent « moi ». Eh ben, évidemment, ces gens-là ne sont pas sont des salariés de plus en plus problématiques, qui ouvrent la porte du saloon avec les pieds, n'a pas à se plaindre de se la prendre. Voilà. Donc, je pense que nous n'avons, alors sans entrer dans des débats type décroissance, etc., mais nous devons aujourd'hui, nous devons repenser totalement nos circuits économiques. C'est pour ça que j'aime bien la dynamique de l'économie circulaire, j'aime bien les travaux qui ont été popularisés par Idriss Aberkan, j'aime bien tout ça. Parce que il faut pas oublier que nous allons, moi c'est ce que j'appelle le nationalisme du Caire, c'est-à-dire que nous allons passer au moins 20 à 30 ans à refaire des conditions anthropologiques d'hommes libres. C'est-à-dire que nous allons devoir sauver les parts d'humanité que le mode de production capitaliste dans la forme. N'oubliez jamais que le capitalisme est une forme évolutive. Nous allons devoir réparer les dégâts de la forme capitale. Particulièrement si cette forme capitale est vaincue par des capitalismes monopolistiques d'État, ou si ces capitalismes monopolistiques d'État commencent à pourrir, ce qui est le cas malheureusement du capitalisme chinois, qui se financiarise de plus en plus, avec exactement les mêmes problèmes qu'ici. Donc, pour s'opposer à ça, il y a des outils, évidemment le protectionnisme, il y a la planification, il y en a beaucoup. Évidemment, tout ça c'est de la souveraineté économique, faut être très net. Mais sinon, je pense que la dernière mue, et ça c'est l'hypothèse de Jacques Sapir, une hypothèse terrifiante, mais je le crois, c'est que Marx nous a appris à lire l'histoire du capital. Mais nous avons toujours eu dans l'idée que si nous arrivions à dépasser cette forme, nous dépasserions cette forme vers le mieux. Nous n'avons aucune preuve scientifique que ce sera pour le mieux. Il est tout à fait possible que cette forme se déplace, se transcende elle-même pour aller vers quelque chose de bien pire, qui, et il faut, je pense, être assez net là-dessus, est quelque chose qui est, je pense, un retour à une forme économique je vais pas employer le terme archaïque, j'ai trop de respect pour le terme archaïque. Barbare, mais barbare pris en sens moral. Pas barbare pris en sens historique. C'est-à-dire pas quelque chose de différent, mais quelque chose de régressif. Voilà, le meilleur terme c'est régressif, qui est tout simplement ce qui était d'ailleurs le national-socialisme allemand, qui était une forme économique dégradée, c'est-à-dire un néo-féodalisme. Je le vois par exemple dans les atteintes multiples faites à la propriété individuelle dans son aspect compatible avec la liberté et le collectif. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a traduit et publié ce bel ouvrage d'Hilaire Belloc, et que moi ce qui me fait peur c'est l'arrivée le retour massif de l'État servile. C'est-à-dire de quelque chose qui est au-delà de la victoire du capital dans la lutte des classes, c'est-à-dire du maintien d'un néo-féodalisme avec son corollaire nécessaire qui est le néo-servage. Donc c'est soit nous avons des tas de choses qui peuvent nous relever.
utiliser intelligemment l'économie sociale et solidaire, parce que la droite est trop conne pour penser, il faut être honnête. Et alors que, et là je me permets, et là je cite un camarade, Antonin, qui se reconnaîtra, alors que la gauche, elle a compris l'économie sociale et solidaire, et résultat, elle arrive à avoir un vivier d'emploi pour ces hommes à elle d'à peu près 200 000 ou 300 000 emplois, hein, qui sont, et le camarade Antonin se permettait un petit clin d'œil en disant, voilà des emplois réservés aux Français de souche. Hein, pardonnez-moi l'humour noir. Mais voilà. Voilà, il y a des tas de manières, l'économie circulaire, il y a des tas de manières. La seule chose, c'est de faire le deuil, disons, non pas du productivisme en soi, ça n'a pas de sens scientifique, mais d'un certain productivisme, c'est-à-dire des croissances à 2 chiffres dans des pays qui ont un problème démographique, ce qui est notre cas. Là, pour le coup, il faut revenir à la base de l'économie politique, c'est-à-dire la richesse, c'est les hommes. Tant qu'on n'a pas compris ça, tant qu'on n'a pas pris toutes les conséquences de cette phrase, il n'y a de richesse que d'hommes, c'est notre saint patron, c'est Jean Bodin qui disait ça, tant qu'on n'a pas pris toutes les conséquences de cette phrase, je pense qu'on n'est pas prêt pour ce qui va arriver. Merci pour cette réponse complète. Je vais avoir 2 questions qui vont se télescoper, encore sur le souverainisme du coup. Allons-y. Si ça te dérange pas. Ne craignez-vous pas que... C'est vos questions, moi ça va pas me déranger ou pas. Pas de souci. Ne craignez-vous Comme pas disait que... Georges Marchais, je viens avec mes réponses. Voilà, Voilà. c'est parfait. Moi je viens avec mes questions. Voilà. Ne craignez-vous pas que les souverainistes finissent dans le contestataire strict et entre guillemets, j'ai le même discours depuis 15 ans, faute d'élus et de personnes ayant des postes nationaux ou locaux. Et je vais rajouter aussi la question de Francis, je pense qu'elle va de pair. Pensez-vous qu'une union des souverainistes soit réellement utile au vu des scores électoraux des différentes formations actuelles? Alors, au vu de la défaite de 40, pourquoi résister? Vous voyez, c'est une question qui n'a pas de sens. Je vous rappelle qu'en 1957, les gaullistes doivent être à 5 ou 6% dans l'opinion. Je vous rappelle que François Mitterrand était en traversée du désert pendant toutes les années 60. Je vous rappelle que le Parti socialiste, l'omnipotent, omnipuissant Parti socialiste, qui a quand même fait élire sous la Ve République 2 présidents et demi, vu que Macron en est sorti, et aujourd'hui est tenu par monsieur Olivier Faure. Je vous rappelle que les radicaux, qui ont dominé la vie politique pendant quasiment toute la Troisième République, et une partie non négligeable de la 4e, aujourd'hui sont non reconnaissables électoralement. D'accord ? Un combat politique qui n'est pas mené est toujours perdu. Ensuite, c'est là où faut avoir une action politique globale. Le problème des partis souverainistes, c'est pas leur score. C'est que dans l'opinion, 2 partis contestataires sont vus comme souverainistes alors que l'un ne l'est plus beaucoup, ce qui est le cas de la LFI, et un ne l'est plus peut-être beaucoup non plus, et certains disent plus du tout. Titre personnel n'appartenant pas au parti en question, j'en sais rien. Ensuite, je le dis, il y a le combat culturel, il y a le combat médiatique, et là vous pouvez pas dire que les souverainistes n'aient pas fait le boulot. Et maintenant il y a même le combat social, grâce à qui? Grâce à Philippot. Moi j'ai connu l'époque où on avait peur de sortir dans la rue. Maintenant on n'a plus peur de sortir dans la rue. Vous comprenez? Alors vous pouvez me dire, oui mais ça ne change pas la prise de l'Élysée. Oui, peut-être. Moi je retourne la question à celui qui l'a posée, qu'est-ce que tu voudrais qu'on fasse? Parce qu'on ferait rien, tu serais en train de nous demander pourquoi on ferait rien. Tiens. Alors oui, un homme qui entre sur un champ de bataille risque de perdre. Oui. Mais un homme qui fuit, lui, a perdu, c'est sûr. Autre chose, le contestataire. Là, je suis désolé. Vous enlevez le travail doctrinal des souverainistes, la France est insauvable. D'accord? Parce que, je suis désolé, là, on va faire dans le dur, on va faire dans le sec. Hein? Le moule post-collaborationniste, Nouvelle Droite, etc., arrive au pouvoir parce que, a priori,
c'est eux qui règnent aujourd'hui sur ce qu'est le front et sur des trucs type cocarde étudiante. Très bien. Admettons. Je vous rappelle que des gens avec leurs idées à eux ont déjà régné ailleurs. Monsieur Salvini, en Italie, bilan lamentable. Monsieur Kunz, évidemment avec l'acolyte du FPO, Monsieur Strache, alors qui, lui, a un bilan lamentable, ajoute une personnalité lamentable. Regardez la réalité du pouvoir de Monsieur Orban. Alors, si le but c'est d'avoir les postes, de se gaver et de laisser le pays crever, la Hongrie post-Orban, ça va être très triste. Je vous le dis tout de suite. Le problème, c'est que les seuls qui ont fait les travaux sur lesquels on peut baser une politique, c'est nous. Point. Il n'y en a pas 40, il y en a d'autres. Nous et une partie, si on prend les souverainistes de gauche, et une partie je dirais, de l'extrême gauche, qui n'est pas anti-souverainiste, mais qui ne se pose pas la question de la souveraineté. Sur certains points des intellectuels proches de la F, mais je suis désolé, la droite orléane ne pense rien. D'accord ? Rien. Si vous voulez, quand vous pensez que François-Xavier Bellamy est un intellectuel, c'est que vous ne pensez pas. On va être très clair. Et de l'autre côté, l'extrême droite ne pense pas par nature. Et de toute façon, il suffit de la connaître et de la lire, à l'exception de trucs totalement délirants qui sont une sorte de retour en arrière en T45. Tous ceux qui pensent, ils ne travaillent jamais un dossier, jamais. Jamais. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont applaudi des deux mains des deux pieds la liquidation du nucléaire français et que maintenant ils chialent. Eh bien, je vous le dis tout de suite, quand ils arriveront au pouvoir, ils vont se gaver parce qu'ils crachent pas sur le pognon, pour les connaître. Et deuxièmement, c'est très simple, ils tenteront de réaliser leur rêve, c'est-à-dire un macronisme sans personne, sans bronzer. Alors, ils pourront faire beaucoup de dégâts, Donner notre force de frappe, donner notre siège de sécurité à l'ONU, larguer les dom-toms, ils pourraient essayer de le faire. Mais je pense que même ça, ils le feront pas pour des raisons avant tout d'absence de courage. Mais par contre, ils vont se rendre compte que ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent aux juges et que c'est l'Union européenne qui tient l'aspect migratoire, et puis basta. Et ça s'arrêtera là, et ça fera Madame Meloni. Alors, vous pouvez nous en vouloir de pas vouloir être Madame Meloni, mais si nous le devenons, vous serez les premiers à venir nous cracher dessus. D'ailleurs, j'ai une question au sujet de l'appartenance de l'Union européenne. Pensez-vous qu'il est possible que la France puisse retrouver sa souveraineté sans sortir de l'Union européenne, ou pensez-vous qu'on peut contraindre celle-ci à retrouver notre souveraineté ? Vous êtes face, historiquement, dans les problèmes de légitimité, c'est les minorités intolérantes. Soit vous êtes dans la légitimité reconnue, soit vous êtes face à des minorités intolérantes, et à ce jeu-là, c'est les minorités intolérantes qui gagnent. Les eurocrates, c'est l'exemple que je donne à chaque fois, parce qu'à un moment, il faut revenir à des faits. Moi, le problème, c'est que je parle à des gens qui ont aucun respect pour des faits et qui ne croient qu'en leurs opinions. L'Italie a plus d'industrie que la France. L'industrie, c'est l'équivalent économique de la puissance, d'accord ? Eh bien, quand M. Salvini est arrivé au pouvoir, on a mis l'Italie sous pression et elle a été à genoux en quelques jours. Le seul moyen, c'était de sortir de l'euro. Ils l'ont pas fait. Très bien. Et donc, ils ont baissé leur froc, et ça vous arrive là où vous êtes là. D'accord ? Donc, vous n'avez aucun moyen, sauf à les affronter, et les affronter, c'est sortir. Point. Pourquoi c'est si grave ? Si vous voulez, des pseudo-unions d'États, des organisations internationales, vous en avez près de 60 qui sont mortes rien qu'au XXe siècle. Ça n'a jamais tué personne. Sauf dans un cas, qui est l'un des seuls cas, mais là, c'est pas la dissolution du truc qui a tué, c'est la libéralisation, américanisation qui est venue après, c'était l'URSS. Alors que là, l'URSS, vous y allez tout droit. Là, ils vont s'attaquer à votre propriété individuelle. Ils vont réglementer votre liberté numérique d'ici la fin de l'été. Et vous verrez, quand ils auront pris la main sur le scolaire, etc., là pour le coup, vous allez vous marrer avec aller chercher vos gamins à l'école avec les travelots. Donc, à un moment, je me demande à quelle humiliation va-t-on réagir ? Parce que eux, ils s'arrêteront pas. Ils ont aucune raison de s'arrêter. Aucune.
Ils savent qu'il suffit... Moi, j'y étais pour le voir. Ils savent que dès que vous dites Europe à un Français, c'est le mot de passe pour qu'il vende sa mère. Ils ont aucune raison de s'arrêter. Aucune. Donc soit vous les affrontez, soit vous les affrontez pas. Mais si vous les affrontez pas, alors faut pas la ramener. Point. Et la souveraineté, ce n'est pas, comme disait Philippe Séguin, ce n'est pas la poitrine d'une mère aimante qu'elle peut partager avec ses enfants. C'est pas un allaitement, la souveraineté. C'est une maternité. Philippe Séguin le disait très bien. C'est l'équivalent de la maternité, la souveraineté. Une femme est enceinte ou elle ne l'est pas. On n'est pas admis enceinte. Si vous voulez, je vais vous donner un exemple, et qui est un exemple très triste, mais je vois que je dois descendre jusque-là pour faire comprendre à certains. Oseriez-vous dire, moi j'ai eu avant tout des amis tués, de différentes manières, mais j'ai eu un ou deux amis qui, accident de scooter, terminent leur vie actuellement, ou sont en train de la terminer, cloués dans un fauteuil, ou cloués sur un lit. Oseriez-vous leur dire qu'ils ont délégué leur souveraineté d'être au fauteuil ou au lit? Oseriez-vous? Voilà, c'est la même chose. Oseriez-vous dire à quelqu'un qui est enfermé que parce qu'il peut marcher dans sa cellule, il est libre? Alors vous me direz, on est tous, on a tous la liberté intérieure. Oui, d'accord, ok. Ça veut dire quoi pour un peuple, la liberté intérieure? Ah, on a encore la liberté, je sais pas, d'aller à l'église, de lire des livres. Oui, d'accord, ok. Donc, l'URSS, où, je vous le rappelle, les gens faisaient des concours de fleurs coupées et où les Russes écrivaient beaucoup de poèmes, était donc un État libre. On est d'accord? Bien sûr que non. Après, c'est particulièrement pour des peuples comme le peuple français, je vous le dis tout de suite. C'est une phrase que je dis souvent en hommage à Bernanos. Je dis, quand on commence par la liberté pour quoi faire, on termine par la vie à quoi bon. Faites attention à cette pente-là. Elle arrive vite. Très vite. On va partir sur du social. J'ai une question, alors là du coup actuelle. Que pensez-vous de la future loi travail où il serait l'occasion de maintenir le mouvement social en éveil? De toute façon, Emmanuel Macron, c'est très simple. De toute manière, quoi qu'il fasse, il attire la haine. Comme l'a bien dit M. Charles de Courson, c'est-à-dire, et là vous voyez l'aspect révolutionnaire de notre situation, c'est-à-dire que les préposés à la reptation, les rampants, quand les rampants relèvent la tête, croyez-moi, en 20 ans, je l'ai rarement vu. Et en tout cas, je ne l'ai jamais vu comme ça. C'est-à-dire que la caste le laisse tomber. Alors, il est indifférent au fait d'être seul parce que il a un fond sociopathique quand même de plus en plus évident, quoi, et qui est démultiplié par, je pense, c'est, comment dire, sa passion pour les vitamines. La fameuse poudre de papaye. La poudre comprend qu'une papaye. Mais elle, voilà, non, la poudre de papaye, la poudre comprend qu'une papaye. Donc, voilà. Enfin, je dis ça, je dis rien. Hein, je dis rien. On sait pas. Non, je dis rien. Je dis juste que, enfin voilà, on n'a pas des yeux comme ça uniquement avec du Champomy et Vichy Saint-Thior. Bon. Mais bon, c'est comme ça. Donc, tout cela ne nous regarde pas. Donc lui, il est indifférent à ça, mais même la caste est en train de le lâcher. Donc il n'a pas besoin de la loi travail pour maintenir la haine va rester. Ensuite, je suis terrorisé par... On se rend pas compte, là pour le coup, lisez les Alain Supiot, lisez les gens qui connaissent. Le travail va connaître une vraie révolution, est en train de la connaître, et nous on en est encore à faire des guerres horizontales en disant les profs, est-ce que les profs travaillent assez? Est-ce que les agents EDF travaillent plus que moi? Moi, je suis entrepreneur de droite, j'ai des grosses bouliches. Comme dit mon héros de tous les jours, mon père, n'oublie jamais que la patrie ne se mesure pas au mètre et ne se mange pas en salade. Parfois on se pose des questions. Mais voilà, c'est hallucinant. Hallucinant.
Vous allez rajouter, alors que vous êtes toujours sur l'empire du Néru, et comme vous avez une crise inflatoire que vous avez cherchée d'ailleurs, eh bien vous allez l'augmenter le chômage, parce que pour vous, le chômage a été la variable pour justement détruire l'inflation, parce que c'est l'inflation d'égalisation des conditions que vous vouliez détruire, celle des années 60, celle qui permettait aux gens d'être propriétaires d'un logement, vu que le logement perdait de la valeur grâce à l'inflation tous les ans, et que l'échelle des salaires faisait que les gens ne perdaient pas de pouvoir d'achat. Donc vous voyez, la valeur du bien descend, et vous, vos conditions salariales augmentent. Et quand les courbes se croisent, vous gagnez. Bon, là, alors que là, ce que vous vivez, c'est une inflation d'actifs, qui est juste la résultante tout à fait logique du fait qu'on a ouvert des vannes. Et puis en plus on a appris qu'il y avait des retraités qui allaient retourner au travail. Ils savent déjà qu'ils vont retourner au travail. Je sais pas si vous avez vu ça dans la Drôme. Bah, évidemment, à la fin, on va terminer. Si vous voulez, Ils étaient au on n'a chômage, pas. ils étaient à la retraite et ils retournent travailler, sinon ils sont pas payés. On en est là. Et le pire, c'est qu'on n'a pas de marché du travail pour les mecs de 50 ans, et on va retrouver les mecs qui vont demander le retour des mecs de 70 ans, de 75 ans, etc. Alors je vous dirais, j'en parlais avec un prof qui m'interrogeait sur que lui, a priori, s'était renseigné. Et il me dit, votre père est toujours en activité? Je dis, mon père est toujours en activité à 75 ans. Le problème, c'est qu'il le fait pas par plaisir, il le fait parce que sinon, il y a un Rwanda gériatrique dans mon coin. Alors dans certains cas, on pourrait rappeler des gens qui sont encore en bonne santé et qui le demanderaient pour qu'ils donnent leur expérience, mais au lieu même de les rappeler, je pense qu'il faudrait arriver à les mettre à l'encadrement des jeunes, vu qu'on dit tout le temps que les jeunes ne savent pas bosser. Eh bien, on pourrait les mettre avec des salariés seniors qui sont en équivalent de pré-retraite. Tu vois, certaines boîtes le font, ça marche pas si mal. Alors, C'est une incompréhension massive de ce que va être le travail dans l'avenir. Tu vois, mais là, par contre, parce que pour toute personne qui n'a qu'un marteau, le monde est un clou, ils ne se rendent pas compte de ce qui est en train d'arriver. Hein, et là, ils utilisent le bon sens de droite ou de gauche productiviste pour dire non, le travail va rester au centre de la société. Non, non et non. C'est trop tard. Je vais te proposer une dernière question, vu que je sais que tu adores Macron, du coup je vais t'en poser une dernière. Que pensez-vous des travaux de Marx Endeweld sur Macron et ses réseaux? Moi j'ai toujours trouvé ça assez sérieux. D'ailleurs, s'il veut venir au cercle, il est bienvenu. Moi je n'ai rien à dire de mal sur ce type-là. Mais rien du tout. Au contraire, il y a un autre livre, alors je crois pas que ce soit de lui, mais qui est très bien, qui s'appelle Opération Macron, qui est très bien aussi. La seule chose, c'est que pour l'instant, alors peut-être a-t-il des informations que je n'ai pas, c'est possible, hein. On peut pas être sur tous les dossiers en même temps. Pour l'instant, je ne vois pas revenir la même OPEX. Ok, bah écoute, je te remercie Pierre-Yves pour toutes ces réponses. Je vais en profiter pour remercier les abonnements. Ogma qui a offert un sub, il m'a offert un sub à moi aussi d'ailleurs, 2 subs. L'enfer de la foutre de feu qui a resub pour son 4e mois. LJ44, Cassé Marcus qui a offert 3 fois 3 abonnements. Donc ce qui nous fait 9. Merci à tous. Donc, merci à tous. Donc merci à tous les abonnements. Et puis écoute Pierre, je vais te souhaiter une bonne soirée. Je vais souhaiter une bonne soirée aux gens qui nous ont écoutés. À très vite mes camarades, à très vite. Prenez bien soin de vous. Bonne soirée, au revoir. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.